Bonjour à tous. Merci pour votre présence sur cette réunion dédiée à la sécurité des objets connectés et à la protection de leurs données. Nous avons ici un panel d'experts du domaine de l'IoT. Je vais vous présenter mes collègues brièvement. Vous avez Monsieur Eric Faure, qui est de la société Provenrun, qui offre des solutions logicielles sécurisées qui viennent au-dessus d'une plateforme matérielle déjà sécurisée, apporter un niveau de sécurité encore supplémentaire et des services. À ma gauche, c'est Monsieur Frédéric Piller de la société Lacroix, qui s'occupe du développement de la R&D d'objets connectés au-dessus de la plateforme matérielle d'une plateforme logicielle avec de l'applicatif et des services, notamment la gestion de cycle de vie. Et également, moi-même étant de ST Microélectronique, j'ai ici mon collègue Laurent Denis qui va vous parler de ce qu'on appelle les secure elements, c'est-à-dire c'est une puce additionnelle qu'on met à côté d'un microcontrôleur ou d'un microprocesseur pour ajouter des services de sécurité à un niveau de sécurité encore supérieur. La première question qu'on va adresser, c'est de définir quels sont les besoins en sécurité et en protection des données dans les objets connectés. Et on va demander à Frédéric de nous faire un peu l'état de l'art de la sécurité dans ce domaine. Oui, alors en effet, on constate qu'il y a un essor au niveau des objets connectés, on constate qu'ils sont de plus en plus présents dans notre quotidien. Et par exemple, on estime qu'il va y avoir jusqu'à 75 milliards d'objets connectés qui seront connectés d'ici 2035, et ce donc pour un usage domestique ou un usage industriel. Donc on constate vraiment des objets très variés, hein. Ça va de l'ampoule connectée jusqu'à un ensemble de capteurs qui sert à créer un environnement sur une ligne de production, par exemple, pour faire de la maintenance prédictive. Et on constate également beaucoup de transferts de données personnelles grâce à ces objets connectés. Donc en parallèle de cet essor, on constate également un nombre de cyberattaques qui grandit très fortement. Donc on retrouve différents types de cyberattaques, comme par exemple le vol de données, le déni de service, la prise de contrôle d'un appareil et d'autres encore. Frédéric, pourriez-vous nous donner quelques exemples ? Alors du coup, oui, il y a plusieurs exemples, comme par exemple pour la prise de données, je pense par exemple aux caméras IP. Donc un attaquant viendrait récupérer les images transmises par la caméra IP, ou par exemple une montre connectée qui renvoie des données GPS, l'attaquant pourrait s'y connecter et récupérer les données. Mais ça peut être également des choses beaucoup plus graves, comme par exemple un contrôleur de feu rouge connecté dont l'attaquant prendrait le contrôle et pourrait passer par exemple le feu au vert alors que l'autre feu serait également au vert. Donc ça pourrait directement atteindre à la sécurité d'autrui. Mais on constate également de nouveaux styles d'attaque, des attaques dites de rebond, où l'attaquant va venir donc via le maillon le plus faible du système compromettre l'intégralité du système. Donc par exemple, un attaquant va pouvoir prendre le contrôle d'un produit pour pouvoir pénétrer le système complet et voler des données d'autres produits, par exemple. Donc, en tant que concepteur de produits IoT, on se doit d'accompagner nos clients donc sur la conception de ces produits-là, en intégrant directement la cybersécurité. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour la cybersécurité? Donc, la première chose dont on a besoin, c'est d'identifier le produit et d'authentifier les communications qu'il va avoir avec nos plateformes IoT. Donc, de manière à ce qu'un attaquant ne puisse pas, par exemple, se faire passer pour un produit de notre système alors qu'il n'en a pas le droit. Il faut également que le produit puisse authentifier les serveurs avec lesquels il communique ou les serveurs qui lui envoient des ordres pour éviter qu'un attaquant puisse prendre le contrôle ou récupérer directement les données en se faisant passer par exemple pour le serveur IoT. Ensuite, il faut aussi que l'on protège le code, donc à la fois qu'on vérifie l'intégrité et l'authenticité du code qui tourne sur nos produits, de manière à éviter qu'un attaquant puisse par exemple flasher son code sur notre produit et utiliser notre produit à des fins malveillantes. Donc voilà, il faut aussi que la cybersécurité, c'est aussi accompagner le produit durant toute sa vie. C'est-à-dire qu'il va falloir également que l'on permette des mises à jour de sécurité sécurisées sur l'ensemble de nos produits. Donc on va accompagner également nos clients durant toute la cycle de vie du produit en corrigeant les failles, en anticipant des failles qui sont potentiellement détectées pour pouvoir garantir une mise à jour constante de la sécurité de nos systèmes. Il faut également pouvoir stocker des données très confidentielles. Donc, par exemple, là, je pense à des clés privées des produits qui permettent d'authentifier, mais également à des mots de passe, comme par exemple un produit IoT qui utilise le Wi-Fi. Un utilisateur va rentrer le mot de passe et le SSID du produit, et donc il faut à tout prix que le mot de passe soit protégé
pour pas qu'un attaquant puisse le récupérer via notre produit. Donc, quand on parle de cybersécurité dans l'IoT, on pense souvent à la sécurité autour de la communication des produits, mais il ne faut pas non plus oublier la sécurité physique et matérielle du produit. Alors certes, c'est des attaques qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place pour les attaquants, mais c'est que ces attaques, quand elles sont bien menées, l'attaquant peut récupérer énormément d'informations et attaquer l'intégralité du système donc, contenant le produit IoT. Alors, as-tu des solutions sur les microcontrôleurs ou les microprocesseurs à proposer? Alors, comme tu l'as mentionné, le premier niveau de la chaîne de sécurité, c'est le composant en silicium. Alors, chez ST Microelectronics, ce que nous proposons maintenant, c'est une large gamme de microcontrôleurs qui vont apporter, historiquement, à travers ce qui est défini dans les critères communs pour les cartes à puce, carte paiement, carte d'identité, ce sont des fonctions de sécurité. Ces fonctions de sécurité, il y en a un certain nombre. Ça peut être lié à la protection des données, au démarrage du produit, à sa surveillance durant le cycle de vie, à un certain nombre de fonctions. Pour, je dirais, couvrir ces fonctions-là, chez ST, comme dans beaucoup de sociétés qui sont dans le domaine de la sécurité, on a défini ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire un environnement dans lequel on va définir toutes les fonctions de sécurité du composant. Dans ce framework, on va parler de ce qu'on appelle, je vais utiliser les anglicismes, du Secure Boot, c'est-à-dire un démarrage sécurisé. On va utiliser du Secure Firmware Update, c'est-à-dire de la mise à jour de firmware de manière sécurisée avec un mode de monitoring, de contrôle, de gestion des images qui sont stockées, des images d'exécution, qui sont stockées dans le composant électronique. Ça peut être après des fonctions d'audit, ça va être des fonctions cryptographiques, c'est tout un ensemble de fonctions de sécurité qui vont permettre, à travers le composant silicium, d'offrir une racine de confiance qui va être exploitée après avec toutes les couches logicielles qui se situent au-dessus. Il y a un volet qui est assez intéressant, c'est qu'on définit un framework de sécurité avec des fonctions de sécurité, mais ça se raccroche à des standards existants. Aujourd'hui, notamment en Europe, les standards les plus connus, c'est ceux du paiement, des terminaux de paiement, des cartes de paiement, des cartes d'identité, passeport, etc. Mais aujourd'hui, on a des standards aussi pour le monde de l'IoT. C'est un écosystème qui est encore fragmenté, mais il y a des standards pour l'industriel. On parle de l'IEC 62443. Il y a le standard Matter qui se développe pour les objets connectés, donc c'est plus sur la partie américaine. Il y a UXT aux États-Unis. Et surtout, côté vendeur de silicium, on a deux standards, qui est ARM PSA, qui a été poussé par ARM, qui fournit des cœurs de processeurs, et par Global Platform avec le framework CZIP, qui s'adresse lui aussi aux plateformes de sécurité avec le composant. Est-ce que tu as un exemple concret? Alors, dans aujourd'hui notre roadmap de développement de nos produits, on a un produit qui s'appelle le STM32U5, donc qui appartient à la famille STM32 de contrôleurs de ST 32 bits à base d'architecture ARM. Alors, je parle de ARM. ARM, c'est essentiellement pour le cœur, parce que ST construit tout un ensemble de fonctions de sécurité autour. Le cœur, c'est important, mais ce n'est pas le cœur de la sécurité, c'est un élément de la sécurité du produit. Alors, le STM32U5, c'est aujourd'hui un peu notre fer de lance. Il y a des démos à la base de ce composant sur le stand de ST. Donc c'est un composant qui a un cœur sécurisé avec de l'isolation physique, ce qu'on trouve communément dans les applications pour processeurs. Donc on a une isolation physique, on offre des primitives logicielles de démarrage sécurisé, de mise à jour d'images sécurisées. On a un générateur de nombres aléatoires qui permet de générer des clés, qui est indispensable à tout algo de chiffrement en fait, parce qu'en crypto, il faut un générateur d'aléas, que celui-ci soit qualifié, sinon on peut faire des attaques de replay, de répétition. Ensuite, on a des accélérateurs cryptographiques matériels, parce que l'IoT, c'est un domaine où la consommation, c'est important. Donc avoir des fonctions d'accélération matérielle pour de l'AES, pour du RSA, pour des courbes elliptiques, pour les fonctions classiques de sécurité, de confidentialité, d'intégrité et d'authentification, pour authentifier un firmware, un logiciel quand il est chargé sur la plateforme à distance. Donc on offre ces accélérateurs hardware. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu que ces accélérateurs aient un niveau de robustesse qui dépasse les attaques classiques, qui sont des attaques logicielles, que ce soit en local sur le circuit imprimé, ou alors en distanciel à travers une couche protocolaire
radio ou filaire. Donc on fait des accélérateurs qui sont robustes à des attaques physiques, notamment des attaques par canaux cachés, ce qui est courant, qui existe depuis très longtemps dans des produits très sécurisés pour passeport, identité et paiement, mais qu'on introduit aujourd'hui dans le modèle de risque pour ces produits de l'IoT, parce que ces produits sont appelés à être déployés massivement, à rester longtemps sur le terrain, donc on anticipe aussi ces attaques matérielles aujourd'hui dans nos composants. Alors ça, c'est la partie matérielle. Donc ce qui est intéressant, c'est on supporte aussi une partie logicielle sur les produits microcontrôleurs à système d'exploitation de temps réel. On a ce qu'on appelle un trusted firmware, c'est un firmware de démarrage pour la gamme Cortex-M de ARM, mais on a fait aussi pour les produits à base de microprocesseurs, Cortex-A qu'on trouve communément dans les smartphones, du TFA et d'autres assets de sécurité. Donc ça, c'est un premier niveau. Mais aujourd'hui, en collaboration avec Proven Run, il y a la possibilité d'aller plus loin dans les fonctions de sécurité, rajouter des fonctions de sécurité à un niveau de sécurité plus élevé, mais également des services. Donc Eric, pourrais-tu nous en parler? Tout à fait. Donc en fait, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir collaborer avec ST par exemple, pour augmenter le niveau de sécurité. Donc on va commencer déjà par l'approche, ce qui est pour prévenir les attaques, pour empêcher les exploits. Donc l'approche est très importante. Donc il faut commencer ce qu'on appelle par le concept de security by design, c'est-à-dire vraiment dès la conception pour prévenir ces attaques. Et nous, on va se placer dans un mode où essentiellement on va prévenir les attaques, ce qu'on appelle logiques. On va pas travailler sur les attaques de type matériel. Donc pour cela, on a plusieurs approches. Côté attaque matérielle, on peut s'appuyer, ou même des attaques logiques, sur des composants matériels dont Frédéric et Bruno vont parler, Laurent vont parler tout à l'heure, par exemple des Secure Element ou des TPM. Et pour des systèmes qui sont un peu plus gros, on va mettre en place un OS de sécurité qui va réaliser les fonctions de sécurité de façon très sûre, en parallèle de l'OS que vous allez utiliser, que ce soit Linux, Android ou tout autre type d'OS. Et pour ça, il faut bien comprendre d'où on part. En général, l'erreur qui est faite, c'est qu'on identifie très très mal les risques auxquels on est exposé. Comme on identifie mal les risques, on identifie mal la base de confiance. Et comme la base de confiance est mal identifiée, on part sur une base de confiance qui est trop grosse. Donc typiquement, on va faire confiance à Linux, mais qui est beaucoup trop gros pour assurer des fonctions de sécurité de façon sérieuse. Donc en fait, on va se retrouver avec une base de confiance qui va avoir des composants qui sont faillibles, dans laquelle il y a pas mal de failles. Aujourd'hui, dans Linux, Android, vous voyez des mises à jour récurrentes pour fixer ces problèmes de sécurité. C'est pour ça qu'on fait cette approche de security by design, pour aller dans le continuum que je viens d'expliquer, et pour arriver à identifier vraiment la base de confiance et partir d'une base de confiance minimale. Donc en fait, nous ce qu'on fait, c'est qu'on va fournir un micro-noyau de sécurité qui est très petit, et on a travaillé par rapport à ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a utilisé des méthodes formelles, c'est-à-dire un langage formel, un langage avec lequel on peut démontrer mathématiquement des propriétés du logiciel. Et donc on a créé un OS de sécurité à partir de méthodes formelles et dont on a démontré les propriétés de sécurité de manière mathématique. Et donc on a aussi démontré que l'exécution du code était correcte. Donc on approche du zéro bug, a priori si notre démonstration est bonne, et on pense que notre démonstration est bonne puisqu'on a été certifié au plus haut niveau de sécurité pour le schéma de sécurité qui n'a pas été cité tout à l'heure. On est facilement certifiable dans d'autres schémas de sécurité, mais on a été certifié Common Criteria niveau 7. Donc ça veut dire qu'on a fait la preuve mathématique que cet OS de sécurité fonctionne tel qu'il doit fonctionner avec les propriétés de sécurité qui vont bien. Et donc juste pour finir, excuse-moi, donc là ça c'est l'OS de sécurité. En fait, on va s'exécuter, tout à l'heure on parlait de l'enclave d'exécution, la trust zone dont on parlait tout à l'heure, donc on va s'exécuter dans cette enclave de sécurité. Il y avait un point qui était peut-être intéressant, au-delà de cette fonction d'amélioration de sécurité avec des composants logiciels, quel service supplémentaire peut-on apporter au logiciel applicatif?
Alors, on va prendre en charge tous les services qu'on a cités tout à l'heure, hein, avec des applications de sécurité qui s'exécutent au-dessus. Donc, le chiffrement, la gestion sécurisée des clés, soit en faisant l'interface avec un Secure Element, par exemple, ou en mettant ça ailleurs. Mais après, on va pouvoir apporter des services qui doivent être sécurisés, que les clients définissent ou que les marchés définissent. On va pouvoir avoir une grande flexibilité puisque les propriétés de sécurité sont telles qu'on peut rajouter des services sans impacter les autres en termes de validation de sécurité, par exemple, donc pour satisfaire à de nouveaux standards. Par exemple, si on parle de chiffrement, on peut avoir des accélérateurs qui sont fournis par le matériel et puis le marché évoluant, des nouveaux algorithmes de chiffrement, déchiffrement. Le matériel ne le fournit pas, mais comme le matériel doit être sur le terrain pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, on peut rajouter quand même ces algorithmes de manière logicielle. Voilà. Et donc notre force, c'est de pouvoir rajouter ça de façon ce qu'on appelle compositionnelle, je viens de le mentionner, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des services et ne faire la preuve que sur les nouveaux services qu'on rajoute, sans avoir à redémontrer la sécurité des anciens services. Un dernier point, Eric, c'est il y a cette offre logicielle d'augmentation de sécurité, des services supplémentaires. Que pouvez-vous apporter avec ces composants-là aux développeurs d'une manière générale? Alors, d'une manière générale, notre approche, c'est évidemment de travailler avec nos partenaires tels ST pour avoir des solutions qui sont préintégrées. Donc, on ne vous aurez pas la solution totale, mais on a déjà une grande variété de services qui sont préintégrés sur les matériels qui sont fournis par ST, que ce soit des STM32, des MCU ou que ce soit des MPU. Donc, on va retrouver ça. Ça, c'est une première façon d'aider les développeurs, les intégrateurs comme la Croix, par exemple, qui, eux, vont fabriquer l'équipement final pour leurs clients. La deuxième chose aussi, c'est de pouvoir fournir des applications de sécurité déjà existantes. Donc, on a un catalogue d'applications de sécurité. Je ne rentrerai pas dans le détail. J'ai cité le Secure Storage, j'ai cité le chiffrement. On peut citer le VPN, par exemple. Voilà, on a beaucoup d'applications. On a mise à jour sécurisée. Donc, ce sont le genre d'applications qu'on fournit à nos clients. Très bien, merci. C'était un panel assez complet des services que peuvent proposer Provenrun. Sur certaines applications, il peut y avoir également le besoin d'avoir une authentification forte avec un niveau de sécurité encore supplémentaire à ce qui a pu être offert par la plateforme hardware du microcontrôleur et par ses briques logicielles sécurisées. Donc, je vais me tourner vers Laurent Denis de notre équipe Secure Element. Laurent, peux-tu nous parler de ce besoin et de son offre d'une manière générale? Donc effectivement, Bruno, chez ST, nous pensons que la vérification de l'authenticité d'un objet est au cœur de la qualité d'un service basé sur les objets connectés. Si je reviens sur les menaces auxquelles sont confrontés ce type de services, tels que tu les as un petit peu décrites, Frédéric, donc on peut en identifier deux types. Le premier type, des objets malveillants peuvent tenter de pénétrer un service d'objets connectés. Alors, soit pour y voler des données sensibles, soit pour en modifier le bon comportement. Simplement authentifier l'objet permet de bloquer son entrée sur le service. Un deuxième type de problème identifié, certains services rencontrent un certain succès commercial. Des sociétés peu scrupuleuses peuvent être tentées par aller capter une part de la valeur du service, par aller voler une partie de ce succès. De la même façon, authentifier l'objet permet d'aller bloquer l'entrée de potentiels clones ou de potentiels objets de contrefaçon. Très bien, Laurent. Concrètement, un fondeur comme ST Microelectronics a une offre aujourd'hui. Quelle est-elle? Donc chez ST Microelectronics, nous proposons des Secure Elements dont la mission première est d'authentifier les objets connectés. Donc ces Secure Elements sont des petits composants dédiés, hautement sécurisés, qui assistent le processeur principal de l'objet en lui fournissant une fonction d'authentification. Du point de vue du service, l'authentification peut être réalisée à des moments clés du cycle de vie de l'objet, par exemple lors de l'attachement de l'objet au service, lors de l'envoi de données depuis l'objet vers le service, lors de l'établissement d'une session sécurisée entre l'objet et le service ou lors de la mise à jour de l'objet. Très bien. Une question qui pourrait venir, aujourd'hui on parle de microcontrôleur avec son logiciel embarqué,
Mais pourquoi au final avoir des fonctions de sécurité déportées et un composant dédié à cette authentification forte? Alors, la force d'une fonction d'authentification réside dans la solidité de la confidentialité des clés secrètes qui sont nécessaires à cette authentification. Donc d'abord, nos Secure Elements sont livrés préchargés avec les clés secrètes et les données clients nécessaires à l'authentification. Donc pour le fabricant de l'objet, cela évite toute erreur cela évite des erreurs potentielles de fuite ou de manipulation de données au moment de la fabrication de l'objet. Donc les objets connectés qui intègrent notre Secure Element sont ainsi de facto munis d'une identité et du moyen d'authentification sans aucun coût supplémentaire lié à la sécurisation lors de la fabrication de l'objet. Donc pour le fabricant de l'objet, c'est donc plus de flexibilité dans le choix de son organisation, plus de flexibilité aussi dans le choix de ses partenaires au moment de la fabrication de l'objet. Ensuite, les clés secrètes de nos Secure Elements ne sont jamais exposées et ne sont pas extractibles de nos Secure Elements. Nos Secure Elements sont basés sur des technologies de sécurité très avancées, telles que celles que l'on rencontre dans le domaine des cartes bancaires ou des papiers d'identité numérique. Ils embarquent des contre-mesures sophistiquées de lutte contre les attaques physiques et logiques, tels que des boucliers anti-intrusion, de la protection contre les attaques en side channel, de la détection d'injection de faute ou du brouillage de code et de données. Ensuite, pour finir, donc, nos solutions, nos Secure Elements, nos environnements de développement, nos environnements de fabrication donc respectent les normes de sécurité les plus avancées. Ils sont régulièrement audités par des laboratoires et des organismes de certification indépendants. Par exemple, notre Secure Element STSF A110 est certifié Common Criteria EAL5+, et AVA25. Très bien, donc un niveau de sécurité relativement élevé, Ouais, avec un processus d'évaluation et de certification par différents organismes pour garantir une sécurité robuste. Donc on a fait un panel de l'offre en fait, en silicium, en logiciel bas niveau, logiciel haut niveau, circuit annexe pour rajouter une authentification forte à la solution IoT. Donc ces éléments sont en disposition, mais quelque part, comment gère-t-on les données des clients? Donc je vais me retourner vers Frédéric qui va nous parler dans la chaîne de valeur de ce qui vient après et au-dessus au niveau applicatif. Alors du coup, chez Lacroix, nous on est capable donc d'accompagner les clients pour l'intégration de l'ensemble de ces solutions-là, et ce dès la conception. Alors je vais reprendre du coup le terme mentionné par Eric, le concept du Secure by Design. Donc nous on tient à cœur donc du coup de sécuriser nos conceptions directement, enfin le plus en amont possible, pour s'assurer de ne rien oublier au niveau de l'aspect cybersécurité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va accompagner nos clients sur des analyses de risque pour bien comprendre quel doit être le niveau de sécurité qui doit être apporté sur le produit. Donc là, l'objectif, ça va être de comprendre avec nos clients quels vont être les risques. Donc est-ce qu'il faut protéger le code pour éviter des vols de propriété intellectuelle, par exemple, ou est-ce qu'il faut protéger les données? Alors parfois, les données ne sont peut-être pas obligées d'être protégées, comme par exemple un capteur de température, c'est peut-être pas une donnée si sensible. Sur des données personnelles, par contre, là, ce n'est plus le cas. Il faut absolument protéger la donnée. Donc voilà, donc on accompagne le client pour prendre les bonnes décisions au niveau architecturel, pour pouvoir mettre la sécurité là où il le faut, là où elle a du sens. Donc une fois qu'on a fait ces discussions-là pour bien comprendre et cerner le besoin de nos clients en termes de cybersécurité, donc du coup on passe à la solution architecturelle au niveau matériel, donc savoir si on a besoin d'un Secure Element ou non, savoir si on a besoin d'autres zones ou non, également matériel et logiciel. Voilà, on est également capable de vous accompagner sur la production, puisque du coup, chez Lacroix, nous avons des usines de production de cartes électroniques et d'assemblage de cartes électroniques. Et c'est durant ces productions-là qu'on est capable de vous interfacer à une PKI, donc Public Key Infrastructure. Donc ça peut être soit la vôtre, si vous en possédez une. Donc du coup, les lignes de production et les bancs de test en général sont connectés directement à cette PKI pour pouvoir signer les certificats générés par les produits.
Ou alors, si vous n'avez pas de PKI, donc, la Croix propose également la PKI si jamais vous n'avez pas de cette infrastructure-là. Donc ça permet l'authentification forte du produit. Et donc généralement, les clés privées sont stockées dans les Secure Elements, du coup, par exemple, de chez ST. Voilà. Également, on propose une plateforme IoT sécurisée qui permet de connecter l'ensemble des produits IoT que l'on produit. Donc là, de manière sécurisée, donc en validant tous les concepts qu'on a vus avant, d'authentification forte, de mise à jour. On permet de la mise à jour sécurisée, mais également on va accompagner du coup le produit durant tout le cycle de vie du produit, notamment pour le renouvellement des certificats, parce que lorsqu'on parle d'authentification forte via des certificats, on renouvelle ces certificats régulièrement. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cycle de vie du produit, il y a également la fin de vie du produit. Donc il faut être capable de gérer la révocation de ces produits-là et également la suppression des données sensibles lorsque le produit est reconditionné. Voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire également? Ça veut dire que on est en train actuellement de... Donc ça veut dire également qu'on va soumettre nos designs à des audits de sécurité réalisés par des boîtes externes pour s'assurer que malgré tout notre security by design, on n'a pas oublié des choses et que notre solution est valable. Et également, on est en train de mettre en place en fait, la certification IEC 62443 sur nos designs. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on est en train de s'organiser vraiment tout autour de la cybersécurité. On est en train de modifier nos process pour permettre d'anticiper tous les événements cyber qui peuvent se produire. Hein. Donc ça veut dire mettre plus de règles de codage sur les aspects cybersécurité, faire du peer reviewing, également créer des process de gestion de crise dans le cas où une CVE est détectée sur un de nos produits. Voilà, et de mettre en place donc, des plans d'action sur ces CVE et sur les mises à jour. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la cybersécurité, ça se traite vraiment au plan système. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer que l'ensemble des maillons de la chaîne de sécurité soit sécurisé. On peut mettre énormément d'efforts sur un seul des maillons, mais si un des autres maillons n'est pas sécurisé, ça permet du coup de rentrer dans la chaîne de sécurité, de compromettre la chaîne de sécurité et peut-être l'intégralité du système. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on vous a donné, on a essayé de vous donner une vue générale de tous les composants de sécurité qui sont mis à disposition par ST, ses partenaires, pour sécuriser un objet connecté qui peut être déployé sur le terrain sur une très longue période. Donc jusqu'aux services distants de cloud, on peut appeler ça par des noms différents. Donc on enchaîne sur une séquence de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pendant quelques minutes pour y répondre. Eric, il y avait un élément dont tu voulais parler, si pour le moment on n'a pas de questions. Je profite de l'occasion pour ajouter un élément. Frédéric parlait des maillons dans la chaîne de valeur et de production d'objets connectés au regard de la cybersécurité. Ce que je voulais juste mettre en lumière ici, c'est l'aspect support. Donc on a parlé effectivement de maintenir en condition de sécurité l'équipement, mais il faut aussi, et ça ce que tout le monde fait bien évidemment, mais il y a des aspects qui sont très importants dans le cycle. C'est le cycle amont et le cycle aval. Dans le cycle amont, il faut trouver les bons partenaires pour faire l'analyse de risque, l'analyse d'architecture de sécurité, et en aval, le support à la certification. Donc c'est important que vous choisissiez dans vos projets les bons partenaires pour ça. Donc je pense qu'il y a de bonnes compétences autour de la table. On se complète bien. Nous aussi, on a des experts qui travaillent avec les organismes de certification. On a des experts qui peuvent aider de ce point de vue-là. Et après, il y a l'aide à la mise en œuvre, bien évidemment, qui est aussi importante parce que la mise en œuvre doit être très pointilleuse. Donc on parlait tout à l'heure de démarrage sécurisé. Ça doit être fait par des spécialistes. Tout doit être revu de manière très détaillée. L'intégration sur le matériel, même si on part de briques préintégrées, il faut faire attention à l'intégration. Et puis, il faut faire aussi attention à ces applications de sécurité, parce que justement, on offre la possibilité d'avoir quelque chose de très évolutif, très flexible. Donc, lorsque vous écrivez vos applications, il faudra faire attention effectivement qu'elles atteignent les bons standards et les bons objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà. Il y a un élément qui peut être intéressant, c'est qu'on a parlé de certification de plateforme matérielle, de certification
de logiciels embarqués, de certification et niveau applicatif. Ce qui peut être intéressant, c'est que dans le monde de la certification, qui aujourd'hui est encore un petit peu fragmenté, il y a la possibilité de faire ce qu'on appelle une composition. En ce qui concerne les plateformes Silicium, on offre une plateforme avec son matériel, son logiciel embarqué et la possibilité en composition, c'est-à-dire de réutiliser cette première certification par-dessus pour faire une certification de l'applicatif. C'est-à-dire que si on veut obtenir une certification de l'objet connecté, on s'appuie sur l'existant qui a été fait par le fondeur, par le fournisseur d'OS, etc. On ne recertifie pas toute la chaîne. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça limite le travail d'évaluation. Et il y a deux choses à faire, c'est de sécuriser son applicatif et de respecter ce qu'on appelle les guidelines, c'est-à-dire les lignes d'intégration qui sont nécessaires pour arriver à ce niveau de certification, à respecter la manière dont la sécurité est implémentée dans la plateforme. Voilà, donc ça permet, on offre des outils, on offre des plateformes logicielles, beaucoup de choses, mais derrière aussi la possibilité d'accélérer la certification sécuritaire de l'ensemble grâce à ce travail préalable et à l'analyse en composition. Merci. Bonjour. J'avais une question. Vous parliez du cycle la chaîne de sécurité, de cycle de vie du produit. Est-ce que c'est intégré dans vos certifications sécurité justement la partie reconditionnement ou SAV du produit pour que vos acteurs SAV sur les produits qui sont vendus. Alors, je m'adresse plutôt à l'intégrateur à la limite, mais est-ce que c'est intégré dans votre certification ou dans votre chaîne de confiance d'avoir des acteurs au niveau du SAV ou du reconditionnement qui sont certifiés ou qui ont des accès qui permettent une sécurité du produit? Oui, alors du coup, déjà pour tout ce qui est audit de sécurité, bien sûr qu'on va prendre en compte l'intégralité du cycle de vie du produit, donc que ce soit donc, le mode nominal, mais que ce soit également le mode de reconditionnement et la révocation également du produit, parce que ça peut être également ça. Et ensuite, donc, que ce soit le logisticien qui va récupérer les cartes ou que ce soit l'usine qui va, par exemple, repasser les cartes au banc de test pour le reconditionnement et la repréparation. Donc tout ce logiciel-là et le hardware qui reste le même est audité également, tout à fait. Oui, il y a deux dimensions dans la certification, Frédéric en a parlé. Il y a le produit qu'on certifie, l'objet en lui-même, que ce soit du logiciel, du matériel, peu importe. Mais il y a aussi tout le processus de développement. On parle de Secure Development Lifecycle. C'est quelque chose qui aujourd'hui rentre en compte dans la certification. Laurent connaît ça par cœur parce que pour développer une puce sécurisée avec un niveau critère commun 4, 5, il faut avoir un process de définition, de développement de puces, il faut avoir un environnement de sécurité physique sécurisé avec du cloisonnement, de l'isolation, des process de suivi des projets. Donc ça implique aussi tout un environnement qui est assez contraignant, qui permet de garantir la valeur de la certification qui après est attribuée à l'objet. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer. Il y a le cycle de vie de l'objet, mais dans le cycle de vie, il y a la phase de développement qui rentre en jeu et qui est quelque part la première étape du cycle de vie de l'objet. Plus de questions? Soyez pas timide. Il y a deux questions, une ici, une derrière. Alors, j'ai une question sur la demande. Dans quel domaine est-ce que vous voyez la demande émerger pour une cybersécurité qui est beaucoup plus avancée? Moi, je dirais que sur la connectivité aujourd'hui, dans l'IoT, on est encore quelque part au début de la courbe. On essaie d'être un peu en avance de phase parce que nous, nos produits, ils sont sur le marché pendant souvent presque 10 ans. En fait, on garantit une offre pendant 10 ans. On est encore sur une phase d'apprentissage où on fournit, où la sécurité c'est vu comme quelque chose qui a de la valeur, mais en termes de certification, on est encore dans un écosystème un peu fragmenté. Il y a l'industriel avec l'IEC 62443 qui commence à se pointer sur pas mal d'applications, je dirais. Ouais, pour compléter ce que dit Bruno, je pense que effectivement sur l'industriel, vous allez voir de plus en plus de certifications qui se mettent en place, mais en parallèle, nous, ce qu'on voit beaucoup, c'est que sur le consumer, les entreprises sont vraiment confrontées à des attaques,
d'ampleur, il y a beaucoup de vols de valeur. Et en consumer, il y a beaucoup d'entreprises qui se tournent vers nous pour venir chercher de la sécurité. Donc moi, je pense qu'il y a l'industriel d'un côté avec les certifications, mais de l'autre côté, le consumer est peut-être plus dans le concret et sur des solutions vraiment fortes en termes de sécurité. Et on constate par exemple qu'avec la norme, la RGPD, ça a fait pas mal bouger les choses en ce qui concerne la protection des données personnelles. Et donc là, on constate que depuis l'application de cette norme, donc déjà ça a sensibilisé beaucoup de nos clients et on s'attaque beaucoup plus à ces analyses de risque pour identifier quelles sont les données qui doivent être personnelles, quelles sont les données qui doivent être protégées. Et donc là, c'est vraiment plus pour des données effectivement consumer. Mais voilà. Juste pour compléter, de notre côté, ce qu'on voit, effectivement, l'IoT, tel qu'on l'entend, ça commence. On commence à avoir des questionnements de la part de nos clients. Les marchés qui sont un peu plus établis ou qui ont déjà mis en œuvre, c'est pour nous, c'est on va dire l'automobile aujourd'hui, où il y a énormément de projets qui requièrent de la sécurisation. Vous ne le savez pas, mais il y en a beaucoup. L'automobile, l'avionique, parce que l'avionique, mais c'est beaucoup plus confidentiel en termes de volume de clients, mais il y a des normes qui aujourd'hui existent, et la DO 356 qui est devenue le pendant cybersécurité de la sûreté de fonctionnement, qui est la DO 178. On voit aussi d'autres domaines, type le ferroviaire, qui s'intéressent à ces sujets-là. Et effectivement, l'IoT n'est qu'au début de la croissance. Bonjour. J'avais une question un peu plus, je ne sais pas si c'est technique, mais c'était concernant le choix au départ de la conception, quand on est sur le microcontrôleur, sur OS embarqué ou bare metal directement. C'est une question qu'on se pose, nous, à la conception de nos produits. Et dans l'imaginaire, c'est le bare metal, on est tout de suite plus sécurisé, et d'ailleurs, ça nous évite... en tout cas, auprès de nos clients, c'est quelque chose qu'on met en avant en termes de sécurité. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez et quelle place ça avait en fait, dans la conception. Alors du coup, comme l'expliquait tout à l'heure, alors je ne sais plus qui l'expliquait, je crois que c'était Bruno, je pense, les OS sont certifiés également, et donc du coup ça garantit un certain niveau de sécurité. Donc l'OS va permettre également d'accéder plus rapidement à des fonctionnalités et d'accélérer le développement, mais il apporte également ces certifications de sécurité qui ne sont pas à repasser, par exemple pour la certification, pour les audits de sécurité que l'on va passer sur nos produits. Donc en un sens, ça garantit le niveau de sécurité. Si par exemple un OS intègre déjà un bootloader qui permet de faire une mise à jour sécurisée et que cette mise à jour est certifiée, donc il y a tout intérêt à pouvoir l'utiliser sans avoir à redévelopper. Ouais. Et je pense que, en fait, quand vous designez des objets aussi, ce qu'il faut vraiment essayer, l'assessment vraiment qu'il faut essayer de réaliser, essayer de faire le plus finement possible, c'est où sont vos menaces? Qu'est-ce que vous essayez de protéger? Est-ce que vous essayez de protéger le firmware de l'objet? Est-ce que vous essayez de vous protéger contre le cloning? Est-ce que vous voulez protéger les données que vont échanger les objets? Ces menaces vont demander des réponses qui vont être différentes. Et les attaques vont être différentes aussi. Donc vous allez implémenter des contre-mesures qui seront différentes. Donc voilà. Moi je dirais la même chose que Laurent, ça va dépendre de votre analyse de risque en fait. C'est un principe éternel en sécurité. Qu'est-ce qui est à risque, qu'est-ce que vous voulez protéger et jusqu'à quel niveau? Donc à partir de là, une solution technique bare metal ou avec un OS qui a été certifié, je dirais ça va jouer sur la rapidité du développement et surtout la réutilisation de certaines primitives pré-certifiées. Ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est un framework qui a déjà été évalué, sur lequel, d'une certaine manière, ST et ses partenaires s'engagent et qui, quelque part, vous déleste de tout ce travail d'analyse sécuritaire sur votre logiciel. Voilà. Le mindset, c'est ça. Aujourd'hui, je parle peut-être au nom de ST, on ne vend plus seulement du silicium, on vend quelque part des solutions qui sont bas niveau, mais si vous ne voulez pas passer du temps à faire un secure boot, un secure firmware update et qu'il est déjà disponible, si en termes de fonctionnalité ça vous convient en fonction de la performance de la plateforme, de la quantité, la taille des images que vous voulez certifier, vous
prenez ça sur l'étagère, c'est déjà évalué, certifié par un laboratoire et vous avez déjà une garantie que ça fonctionne. Sur la partie Trust Zone, spécifiquement avec ARM, cette dualité sécure-non sécure, elle est intéressante parce que toute la partie sécure, vous avez les services et quelque part, vous allez positionner votre offre applicative sur la partie non sécure et appeler les services dont vous aurez besoin. Donc ça vous déleste aussi d'un certain nombre de services. Si vous voulez faire un chiffrement, un TLS, etc., c'est dispo. Donc vous pouvez le refaire en fonction des algos dont vous avez besoin, mais ça existe déjà et ça vous permet de gagner du temps en termes de développement avec déjà une garantie sur la sécurité. On a encore un peu de temps, je crois. Oui, juste pour ajouter un commentaire, pour rebondir sur la dernière affirmation qu'on a faite, c'est que on va non seulement avoir un bénéfice sur le time to market, la vitesse de développement, mais on a aussi une garantie forte de s'adresser à des partenaires dont les compétences sont reconnues pour la fourniture de services de sécurité. Aujourd'hui, c'est quand même un vrai métier. Le diable en cyber est dans le détail, notamment quand on écrit des services de sécurité. Donc mieux vaut s'adresser à des partenaires qui font ça toute la journée, plutôt que d'essayer de faire soi-même en pensant bien faire. Voilà. Mais à l'arrivée, en ouvrant... C'est pas cher, oui. Non. Non, l'investissement est nécessaire. C'est un investissement. Il ne faut pas voir ça comme un coût. La cyber, c'est comme pour la sûreté de fonctionnement, c'est un investissement. Voilà, c'est des coûts que vous n'aurez pas a posteriori. On parlait tout à l'heure d'analyse de sécurité. C'est l'étape primordiale pour démarrer son activité. Réellement, et c'est de là que découlent toutes les activités que vous aurez à mener. Et pensez investissement plutôt que... Parce qu'en termes d'image, enfin, vous connaissez Oui, voilà. Enfin, vous travaillez pour des sociétés qui ont une image, qui des fois ont une réputation. Vous travaillez des fois pour une marque. Tout ça, c'est de la valeur. Et nous, on voit des clients dont la valeur s'effondre d'un seul coup parce que en Asie arrive un produit qui contrefait et qui casse complètement le modèle économique du service. Donc bon, comme l'a expliqué Bruno, nous on essaye de mettre sur la table un certain nombre de solutions qui répondent à un certain nombre de problèmes de sécurité pour l'électronique embarquée. Il faut venir, faire son choix. Nous en plus on fournit les services d'aide à l'intégration. Donc bon, par exemple avec la Croix, bon, on collabore fortement pour les aider à mettre en place leurs solutions. Voilà, je pense que vraiment, enfin, l'époque nécessite de faire ces analyses de risque et d'avoir une réflexion là-dessus avant de lancer des designs. Enfin, pendant qu'on lance des designs, en fait. Je crois qu'on a dépassé le temps, mais si on nous laisse, on peut continuer encore un petit peu. Bonjour, moi j'aurais une question qui concerne surtout l'enclave sécurisée. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un, enfin si je comprends bien, elle stocke les clés privées, et donc quand on demande à chiffrer une donnée, on va la récupérer chiffrée, c'est elle qui va faire ce travail, puisqu'à aucun moment on pourra récupérer la clé privée. Qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un de demander à cette enclave sécurisée de faire un traitement pour nous, pour forger un paquet authentique, mais avec des données qui... Enfin, quelqu'un qui rétro-ingénierait le protocole entre l'enclave sécurisée et le microcontrôleur et qui donc demanderait à forger un paquet qui donnerait par exemple une commande d'extinction. Ce paquet, il serait chiffré avec la clé privée, donc il serait legit. Comment on évite ce genre de situation ? Donc bon, ce que vous décrivez, effectivement, c'est un scénario qui est possible. Donc, on peut imaginer un objet qui essaye d'envoyer un paquet de données qui soit chiffré par les clés secrètes qui sont au niveau du secure element. Donc, ces données vont transiter entre le processeur principal de l'objet et le secure element au travers d'un canal. Donc nous, en fait, ce qui se passe, c'est que le canal entre le processeur principal et le secure element est encrypté et chiffré. Et ensuite, au niveau de l'objet, enfin au niveau du processeur principal de l'objet, eh ben, cette donnée va être consolidée et, en fonction de sa criticité,
elle va transiter, mais elle va rester, elle est visible au niveau de ce processeur. Par contre, sur le canal, elle ne sera pas lisible, sur le canal de passage. Mais par contre, au niveau du processeur, elle est disponible à un moment donné. Elle est disponible à un moment donné. Hein. Mais donc il faut déjà une première clé de chiffrage pour garantir une communication sécurisée avec l'enclave. Et c'est où est stockée cette clé? Ben, en fait, ça dépend. C'est là où il faut faire des analyses de risque, parce que si on pense que l'élément sécurisé peut être cassé, le secure element peut être détaché du processeur principal, ben, ce secure element ne sera pas utilisable ailleurs, puisqu'il y a une première clé dans le premier MCU, qui est stocké grâce à des mécanismes, notamment des nouveaux produits U5 oui, voilà. de Bruno. On garantit le stockage sécurisé sur le processeur principal, mais pour certaines opérations critiques, notamment d'authentification, on s'appuie sur un circuit qui a un niveau de sécurité 5. Donc il y a une authentification mutuelle entre les deux. On peut implémenter même des protocoles end-to-end entre le back-end et directement le secure element. Donc on a des solutions techniques pour, si vous voulez, si vous placez ça à un niveau du secure element, le microcontrôleur il sera toujours en dessous, parce que c'est pas son objectif. Et nous, les microcontrôleurs qu'on vend, c'est les microcontrôleurs pour de multiples applications, vous voyez. Mais on établit des protocoles de manière à ce qu'il y ait une authentification avec le back-end et entre le microcontrôleur et le secure element. Oui, voilà. C'est bon. Merci à tous. Merci. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir sur le stand de ST. On est là jusqu'à demain, hein, c'est demain soir. Merci. Oui, tu as toutes les solutions.